Bien, bonjour à tous. Donc là, je passe à la vidéo suivante qui concerne fiscalité, la correction du chapitre 2. Donc directement, je passe à la correction et explication du chapitre 2 et ensuite, je vais vous envoyer par mail incessamment, très rapidement, le TP2 à faire. Hein. Donc, je vous donnerai les consignes. Alors, en ce qui concerne donc ce chapitre, oh mince, excusez-moi. Alors, je vais recommencer mon opération. D'accord. Et là, je partage. Très bien, parfait. Donc voilà, le revenu brut global. Donc, pas mal de choses. Il y a quand même une certaine cohérence, une certaine logique dans certains points. Donc, il ne faut pas prendre à la lettre tous les éléments, etc. Vous avez des aides en vos communiquer des ressources. Hein, vous ne pouvez pas faire les calculs comme ça directement, mais sachez que dans l'ensemble, il y a une certaine cohérence et une logique. Alors, la détermination des revenus nets catégoriels. Donc, par catégorie, type de revenus, on a les traitements. Donc, ça concerne les fonctionnaires, salaires, pensions, retraites et rentes. Les revenus des capitaux mobiliers, donc tout ce qui concerne bien évidemment l'appropriation d'un capital mobilier. Donc, et on a en contrepartie une rémunération qui sont les dividendes des actions, revenus des obligations, et puis les revenus fonciers, loyers perçus d'immeubles par exemple. Alors, voilà. Donc, les bénéfices industriels et commerciaux, BIC, seront présentés donc, dans le chapitre 4. Pour le moment, on va prendre juste quelques notions là-dessus, mais sans plus. Les autres revenus catégoriels sont abordés dans le module de fiscalité approfondie. OK. Donc, vous avez dans la partie traitement salaire prime pour l'emploi, au niveau de la déclaration, le document, la partie suivante, déclarant 1, 2, première personne à charge, deuxième personne à charge, comme vous pouvez voir, donc, qui le couple. Et puis ensuite, il y a aussi ces rattachements possibles des enfants. Alors, donc, revenu d'activité, revenu de remplacement, revenu d'activité. Qu'est-ce qu'on entend? Un contribuable a fiscalement le statut de salarié, perçoit des revenus d'activité si il est lié à un employeur par un contrat de travail, donc il est sous l'état de subordination juridique vis-à-vis de la personne physique ou morale qu'il emploie en contrepartie d'une rémunération. Ou alors, s'il est titulaire d'un statut particulier qui lui donne la qualité de salarié, journaliste titulaire de la carte professionnelle par exemple. Alors, ces revenus d'activité représentent la principale source de revenus des foyers fiscaux. Salaire brut, qu'est-ce qu'on entend? Tout ce qui concerne traitement de salaire, prime, et puis les avantages en nature. Alors, donc, biens ou services mis à disposition d'un salarié gratuitement, ou selon un prix inférieur à leur valeur réelle. Alors, le salaire imposable, c'est ce qu'on a dans le bulletin de salaire, tout simplement. Donc, c'est le salaire brut moins les cotisations salariales, plus les CSG, CRDS, non déductibles de 4 et 0,5%. Donc, je ne vais pas même approfondir là-dessus, mais bon, voilà comment se calcule tout simplement le salaire imposable. Alors, on a donc les en plus, donc rémunérés d'activité des congés payés, versés directement par la caisse des congés payés et non par l'employeur, les pourboires ne sont pas déclarés. Et dans l'intérêt du salarié, il doit être déclaré, puisque à un moment ou à un autre, s'il est amené à vouloir emprunter auprès d'une banque, s'il a suffisamment assez de pourboires plus son fixe, eh bien, ça sera tenu compte au niveau bancaire et il pourra bénéficier d'un prêt dans l'éventualité. Alors, les indemnités journalières de la sécurité sociale pour maladie maternité, versées par la caisse primaire d'assurance maladie et non par l'employeur, de la participation du salarié en demande de versement immédiat, de l'intéressement, s'il n'est pas placé sur un plan d'épargne salariale, que le salarié en souhaite le versement immédiat. Alors, les revenus de remplacement. Donc, on vient de voir maintenant les revenus d'activité. On va voir maintenant les revenus de remplacement. Qu'est-ce qu'on entend par revenu de remplacement? C'est ce qui permet, en attendant d'avoir un contrat de travail, donc ceux qui ont des allocations chômage, ceux qui, bien évidemment, sont à la retraite et qui ont travaillé, ou d'invalidité, pension alimentaire obligatoire, les indemnités de pré-retraite, avant la retraite, les indemnités parlementaires, tous nos fameux parlementaires, les indemnités de fonction des élus locaux, tous nos locaux au niveau des mairies, etc. Donc, on a ça des indemnités, donc doivent être déclarées les rémunérations des membres du gouvernement, du conseil économique, du conseil social conjugal. Les revenus exonérés. Qu'est-ce qu'on exonère? Alors, tout ce qui concerne la prestation familiale légale, les allocations familiales, allocations de logement, allocations de rentrée scolaire. Ensuite, les salaires des apprentis dans la limite du montant annuel du SMIC, donc 18 473 en brut,
pour 2020, l'éventuel surplus est imposable comme un salaire. Donc, s'il y a plus, eh bien, ça sera imposable comme un salaire. Les salaires versés aux lycéens ou aux étudiants en rémunération d'activité qu'ils exercent pendant l'année scolaire ou universitaire ou durant les vacances dans la limite de 3 fois le montant mensuel du SMIC, donc le montant du SMIC brut fois 3, on obtient 4 618 pour 2020. Dans ce cas, seul le surplus doit être déclaré, c'est-à-dire au-dessus de 4 618. Les indemnités de stage pour les étudiants d'enseignement technique dans le cadre des stages obligatoires de formation inférieurs à 3 mois, d'accord, donc ils seront exonérés. Les bourses d'études accordées en fonction de critères sociaux, exonérés. RSA et de la prime pour l'emploi, PPE, perçue ici en 2019, etc., exonérés. Des indemnités journalières de maladie professionnelle, exonérées. Des indemnités journalières versées en cas d'accident du travail, concurrence 50% en montant, exonérés. Donc voilà, ici la liste des revenus exonérés. Alors, maintenant, les déductions pour frais. Choisir la déduction forfaitaire ou la déduction pour frais réels. Donc, une partie de vos revenus vous sert afin de supporter des frais professionnels. Donc, l'administration fiscale considère qu'il y a dans vos revenus bruts déclarés 10% qui peuvent vous servir de frais pour, par exemple, vous habiller en conséquence, pour utiliser le transport en conséquence, etc. Et donc, propose une déduction de 10% tout simplement. Vous devez choisir le mode de déduction le plus avantageux compte tenu de votre situation professionnelle. Et c'est ce que nous allons voir à travers différents cas ici. Alors, la déduction forfaitaire, 10% de ce qui est déclaré, donc considéré comme si ces montants constituaient des frais réels, donc des différents éléments. Voilà. Et on va passer donc directement au traitement et salaire imposable. Donc, traitement et salaire moins les 10% de traitement et salaire égale 90% du traitement et salaire. C'est là-dessus que l'impôt sera calculé. Alors ensuite, la déduction pour frais réels. Donc si on note une déduction pour frais réels, chaque membre de votre foyer peut renoncer individuellement à la déduction de 10% au profit de la déduction de ses frais réels. Dans ce cas, il déduira de son salaire les frais réellement déboursés dans le cadre de son activité professionnelle. Le salarié qui opte pour les frais réels doit ajouter à son salaire imposable la totalité des allocations, ce qu'on va lui donner, et des remboursements pour frais d'emploi versés par son employeur, y compris l'avantage que constitue la mise à disposition d'une voiture pour ses déplacements professionnels, qu'on verra dans le détail par la suite. Donc, traitement et salaire imposable est égal au traitement et salaire, plus allocation forfaitaire de frais, plus remboursement de frais, et moins les frais réels que nous verrons ensuite. Le contribuable doit conserver des justificatifs qui sont liés à ces frais et qui peuvent être réclamés à tout moment par l'administration fiscale. Et ceux doivent être conservés pendant 3 ans. D'accord? Alors, les principaux frais dont la déduction est admise. Frais de transport du véhicule, du domicile, au lieu du travail. Donc, l'administration fiscale accepte 40 km. D'accord? Donc voilà, si la personne utilise sa voiture, les frais de nourriture, si la personne est amenée à manger à la maison, donc elle peut avoir droit à 4,85 par repas. Voilà. Les frais de déplacement professionnel, si la personne est amenée à utiliser les transports collectifs ou privés ou autres, donc ici billets de train, frais de séjour à l'étranger, si ce séjour est imposé par l'employeur. Les frais vestimentaires spécifiques, donc tout ce qui concerne les bleus de travail, chaussures de sécurité, combinaison des moniteurs de ski, etc., chemise blanche, des maîtres d'hôtel, tout cela donc est considéré comme frais. Les dépenses relatives à l'acquisition de l'entretien d'un local professionnel. Imaginons le cas d'un professeur qui, dans son appartement, utilise un bureau, une chambre comme bureau, etc. Donc, une pièce entièrement qui lui sert de bureau. Donc, il peut déclarer ça en frais professionnels. Dépenses de mobilier et de matériel d'outillage. Si la personne est amenée à acheter donc un bien mobilier dont sa valeur est inférieure à 500 €, donc pour l'intégrer comme frais. Si c'est au-dessus, ça sera sous la forme d'un plan d'amortissement en fonction tout simplement de la durée de vie de ce bien. Voilà, exemple, un professeur peut déduire l'achat d'une chaise de bureau, l'achat d'un ordinateur en prenant en compte un amortissement annuel. Une coiffeuse salariée peut déduire l'achat de ses ciseaux, par exemple. Et on a ensuite
possibilité en frais. Cotisations syndicales et cotisations versées aux comités d'entreprise. Si on est amené à verser des cotisations sociales, eh bien, elles seront déductibles. Voilà. Alors, le cas des frais liés à l'utilisation de véhicules à des fins professionnelles, donc les dépenses engagées par un salarié au titre de l'utilisation de son véhicule sont déductibles selon le barème kilométrique publié par le fisc pour l'imposition des revenus, version 2015, déclaration 2016, bon, bah, après c'est 2020 tout simplement, bien évidemment. Donc, l'administration fiscale remet un tableau. Dans ce tableau, ben, on doit tenir compte de la puissance administrative du véhicule, le nombre de chevaux fiscaux, et ensuite tenir compte de la distance. Et là, un coefficient est appliqué pour déterminer tout simplement les frais. Alors, on vous donne un exemple. 4000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 6 chevaux, le contribuable peut faire état d'un montant de frais réels égal à combien? Bah, tout simplement, ici, 4 chevaux. Ici, la distance en dessous de 5000 km, D fois 0,518, on remplace, ça fait 4000 fois 0,568, pardon. Voilà. Et, ah oui, donc, excusez-moi, je relève qu'il y a une petite erreur. Bon, ok, bon, tant pis. Hein. Là, on va considérer que, voilà, c'est 518, bon, 500, non, oh là là, super. Désolé, c'est du direct. Alors, donc là, c'est plutôt ici, à ce niveau-là. On a bien 6 chevaux. Désolé. Bien, donc voilà, voilà. Et ce qui nous donne, si je remontais la flèche un peu plus haut, très bien, super. Voilà, 2272 €. Et ensuite, pour 22 000 km, 8 chevaux, bah, 7 chevaux et plus, 22 000 km, bah, c'est là, au-dessus de 20 000 km. Et là, je ne me suis pas trompé, 0,401, 22 000, 8 822 €. OK là-dessus? Donc, on s'aide de ce tableau. On voit ensuite le contexte, la caractéristique, la distance parcourue, la puissance administrative du véhicule, le véhicule est personnel, je rappelle. Donc, afin de déterminer s'il vaut mieux opter, c'est-à-dire choisir les frais réels ou pour la déduction forfaitaire de 10%, bah, le contribuable évalue son revenu imposable dans les deux situations et choisit la situation dans laquelle son revenu imposable est le plus faible. Le but, c'est que le revenu imposable est plus faible. Et on va mieux comprendre par rapport bien aux exemples suivants. Donc, on a ici, première application, on a un steward qui a perçu au cours de l'année 2019, ce serait peut-être mieux, hein, un salaire net de 25 000 €, une allocation pour frais de 9 400. Il a dépensé, ce steward, 11 300 de frais professionnels pour l'année. Indiquez quels sont les choix possibles en matière de déduction de frais professionnels déterminés, imposables, etc., etc. Donc, première hypothèse, déduction forfaitaire de 10%. Deuxième hypothèse, déduction de frais réels. Donc là, vous voyez bien, les salaires sont les mêmes au départ. Ensuite, allocation pour frais remboursement de frais, il n'y a pas. Ici, pour les 10%. Par contre, ici, on a les 9 900, vous voyez, donc que je vais tout de suite, voilà, donc on les a là, voilà, très bien, parfait, donc on va mettre ça en frais, allocation forfaitaire pour frais de remboursement, frais réels, donc frais réels, c'est là à droite, je mets 9 400, ok, donc là, il n'y a pas, par contre, ce qu'il y a ici, c'est la déduction forfaitaire 10%, 10% de 25 000, moins 2 500, et j'obtiens 22 500. Donc, si j'applique la déduction forfaitaire, j'ai 22 500 de salaire imposable. Si j'applique les frais réels, j'ai 23 100. Et on voit bien qu'il est plus intéressant pour ce salarié, tout simplement d'opter pour la déduction forfaitaire de 10%. Voilà l'idée ici. Alors, en conséquence, on va, voilà. Application 2 maintenant, un peu plus étalée, on va voir différents cas possibles par rapport à cette application. Donc, on a monsieur et madame Laurent, pardon, ils sont mariés. Laurent, il est commercial, et Laurent, monsieur, et la dame, elle est institutrice. Ils ont 4 enfants. D'accord, super, ça va nous arranger. Donc, Samuel, 22 ans, etc. Il a perçu 20 000 € de revenu annuel, 10 000 de prime de résultat. Samuel a demandé le rattachement au foyer fiscal de ses parents, donc point important. Ensuite, Lucas, lui, il a 20 ans, ok, il est plus jeune, mais lui, il bosse, il travaille pas. Il a perçu 26 600 € de salaire, donc Lucas n'a pas demandé de rattachement, il aura pu, car il a moins de 21 ans. On fait une petite remarque par rapport aux connaissances du chapitre précédent. Eva a 17 ans, elle a perçu 3 000 €, etc. etc. Paul, il a 10 ans, bon, et puis il n'a rien.
normal. Bon, bref, il aurait pu avoir quelque chose. Ensuite, les salaires imposables, Laurent, 35 000, commission 10 000. OK, frais professionnels, très bien. Donc, ce monsieur-là, le commercial, 15 000 km avec le véhicule, et puis ce qui nous intéressait, c'est 5 chevaux, le reste, on s'en fiche, la marque et tout. Ensuite, il a eu 3 000 euros de nuit d'hôtel, 600 euros de frais de péage. OK, d'accord, très bien. Et donc, voilà, j'ai mis les flèches. Hein. Il y en a peut-être beaucoup, mais c'est un peu pour vous orienter, vous dire, voilà, c'est d'où ça vient, etc. Alors, si on prend, première hypothèse, déduction forfaitaire, on va prendre son salaire. Déclare, il y a la rubrique salaire, commission à part, on est obligé de dissocier. On a donc un ensemble de 45 000 euros. On applique les 10%, ça fait 4 500. 4 500, bien évidemment, là, ici, c'est à enlever. Hein, d'accord, à enlever, et on obtient 40 500. Maintenant, en frais réels, on a 35 000, on a 10 000, on a les 4 000 d'allocation, c'est-à-dire qu'il a eu de l'argent, on lui a donné de l'argent, on lui a alloué. D'accord? Donc, c'est comme si c'était un salaire. OK? Et c'est pour faire face aux frais professionnels. D'accord? Donc, 4 000. Ensuite, là, les 5 765 correspondent eh bien, aux frais réels du transport, d'accord, avec son véhicule. Donc 15 000 fois 0,305 plus 1190. Donc 1190, on doit l'avoir quelque part, vous le retrouverez. Et donc, on a 5 765. Voilà. Ensuite, l'hôtel, donc il en a eu pour 3 000 euros d'hôtel, et péage, il en a eu pour 600 euros. Très bien. Donc, on fait 35 000, 10 000, 4 000 additionnés, moins 5 765, moins 3 000, moins 600, et on arrive à 39 635. Et on voit bien que M. Laurent, il est plus intéressant pour lui de passer par la déduction des frais réels. Voilà. Très bien. Alors ensuite, Madame Laurent, l'institutrice, elle, donc son salaire, 30 000, 30 000, ok, donc on voit les deux hypothèses, donc là 10%, 3 000, 27 000, et là, elle, 180, 180, oui, jours, fois 10 km et l'aller-retour, donc ça fait 20 km, donc 180, 3600 km, c'est 3600 km, on applique le barème dans le tableau, etc., fois 0,451 égale 1624. Et ensuite, on fait tout simplement 30 000 moins 1624, on est à 28 370. Et on voit bien que la deuxième hypothèse est supérieure à la première, donc il serait plus intéressant pour cette dame d'opter pour la première. Alors, analyse de la situation de Samuel Laurent. Donc, lui, il s'agit donc de cas classiques, il n'y a pas de tableau ou autre d'hypothèse. Donc, salaire, etc., etc. On arrive à 1527. Pourquoi? Parce que ça dépasse le SMIC, il est à 20 000. Le SMIC global est à 18 473. Donc, voilà, taf, taf. Et on arrive donc à un salaire imposable le concernant de 1581. Voilà, donc il faut y ajouter ici. Voilà. Alors, ensuite, donc, analyse de la situation d'Eva Laurent. Donc, voilà, exonéré, bien évidemment. Synthèse de la situation du foyer fiscal de monsieur et madame Laurent. Donc là, après, c'est du global. Le foyer fiscal compte 2 plus 0,5, 0,5 plus 1, 4 parts. Les deux premiers enfants comptent pour une 1. Donc là, on justifie. Hop, et on arrive. Donc, Laurent, le monsieur à salaire-ci, a déclaré, Madame le Samuel, Eva exonérée et Paul aucun revenu. Voilà, attention, le revenu net imposable n'est pas le revenu que le contribuable doit reporter sur sa déclaration, mais le revenu que l'administration fiscale va retenir pour calculer son impôt. Donc ça, c'est un élément à retenir. Alors, donc on complète, donc on remplit le document de la façon suivante. Alors maintenant, deuxième partie, après les revenus et traitements, on va passer maintenant au revenu des valeurs et capitaux. Donc, on a ici, on va voir un peu la définition de ce qu'on entend par des capitaux mobiliers. On en a déjà parlé précédemment. Donc, les produits de placement financier réalisés par les particuliers sont en principe imposables dans la catégorie des revenus, des valeurs et capitaux mobiliers. Chaque type de placement a des règles spécifiques. Alors, donc ici, on distingue deux catégories de revenus mobiliers dont on étudiera le mode d'imposition. Les produits de placement en revenus variables, on appelle les dividendes liés à des actions, donc dividendes rémunération des actions, et les produits de placement fixes, coupons liés à des obligations. Voilà. Donc, on vous donne quelques éléments ici concernant la spécificité des sociétés.
Prélèvement forfaitaire unique, donc on est amené lors de la distribution à faire, l'employeur à faire des prélèvements. Depuis le 1er janvier 2018, eh bien, il faut prélever à la source 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu. On dit que ce prélèvement est libératoire dans le sens où il est immédiat, il constitue donc l'impôt du contribuable. Et on enlève encore, c'est l'employeur, des prélèvements pour tout simplement les charges sociales, hein, qui s'élèvent à 17,2%. Donc, si vous faites la somme des deux, on arrive à un prélèvement de 30%. Donc, le bénéficiaire va obtenir 70%. D'accord? Montant net. Donc, remarque à lire, voilà, etc. Allez sur ce site aussi pour prendre quelques informations, hein, je vous conseille. Alors, exemple, un dividende. Donc là, on vous donne un dividende brut de 100 euros que vous restaura-t-il? Donc, on part sur un dividende de 100 euros. On fait retenir à la source 12,8, c'est-à-dire 12,8% fois 100, etc. On obtient 12,8. Prélèvements sociaux, 17,2 euros, 17,2%. Et on fait donc dividende net perçu 100 moins 12,8 moins 17,2 égale 70. Voilà, 70% de ce que je disais tout à l'heure. Alors, imposition des dividendes. L'AG ordinaire des actionnaires d'Orange a décidé de distribuer un dividende brut de 0,5 euros par action. Monsieur Lasper détient 1600 actions. Quel est le montant du versement reçu sur son compte en banque? Donc, on prend les dividendes 800 euros. 800 euros, c'est tout simplement 1600 actions fois 0,5, d'accord? On fait ensuite le prélèvement à la source, les prélèvements sociaux par rapport aux 800, comme vous le voyez ici, 0,128, puisqu'il s'agit de 12,8%, et ici 800 fois 0,172, puisqu'il s'agit ici de 17,2%. Et on obtient versement reçu net 560 euros. Voilà, on a tout simplement pris les taux ici, prélèvement à la source, d'accord, et prélèvement à la source sociaux, tout simplement. Alors, quel montant doit-il reporter sur sa déclaration de revenus? Il doit reporter les 800 euros, le montant brut. Sur quel montant sera calculé son impôt à payer? Eh bien, ici, il n'y a pas d'impôt revenu à payer si le contribuable n'opte pas pour une imposition barème progressive. Sinon, imposition, l'impôt sur le revenu, déduction faite d'un abattement de 40%. Donc, lisez, relisez et essayez de comprendre un peu ces éléments. Mais voilà. Ensuite, les revenus d'obligation, les coupons. Donc là aussi, même principe, on a 12,8, on arrive à 17,2 et on arrive à enlever 30% prélevé à la source, d'accord, revenu d'obligation, donc même principe. Bon, voilà, imposition barème progressive. Ensuite, les revenus de placement exonérés d'IR, donc sont exonérés livret A, livret jaune, etc., etc., etc. Les jetons de présence, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est tout simplement certains revenus distribution imposée c'est le cas des jetons de présence, constitue une rémunération perçue en contrepartie de la présence au conseil d'administration, les fameuses assemblées, etc., le conseil d'administration. Eh bien, il y a ce qu'on appelle les jetons de présence au niveau des grandes sociétés, d'accord? Donc, pour le PDG, directeur généraux, etc., etc. Donc, là aussi, on applique et on arrive donc à un prélèvement à la source de 8 et 17. Les revenus fonciers, donc tout ce qui concerne lorsqu'on on a des propriétaires appartenant aux membres du foyer fiscal, ces revenus sont imposables soit au régime microfoncier, soit au régime des frais réels. Voilà. On a donc 15 000 euros par an de loyer brut. Le revenu foncier imposable est égal à la somme des loyers hors charges encaissés pendant l'année, moins l'abattement de 30%. Donc, formule à retenir. Alors, choisir le régime des frais réels. Donc là aussi, on est dans le même cas de figure que les revenus. Okay. Donc, on arrive, revenu brut, loyer brut encaissé pour l'année, moins les charges déductibles. Alors, quels sont les montants par charge déductible? Donc, déjà, premier point, elles ont été payées par le propriétaire au cours de l'année d'imposition. Tout ce qui concerne les dépenses de réparation, d'entretien, d'amélioration du bien. D'accord. Tout ce qui concerne les frais de gérance et de gardiennage, si on a des frais au niveau gardiennage, gardien, ça va. Les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition, la construction, la réparation, l'amélioration des biens. Hein, on a emprunté à la banque pour ce bien, par exemple, tous les intérêts, etc., seront considérés comme charges déductibles. Les frais de gestion, frais de procédure, frais de rémunération des gardiens, conserves, rémunération honoraire, etc., etc. Donc, tout ça constituera donc des charges. Les primes d'assurance afférentes aux immeubles loués, provisions, etc., etc., impôts, taxes foncières,
est égal, tout ça, eh bien, quand on fait revenu brut moins toutes ces charges, on obtient ce qu'on appelle le revenu foncier imposable. Je vous laisserai lire ces différents points. Voilà. Alors ensuite, on a l'annexe 3, où là, on a Courtois qui possède un appartement dans sa ville, en 77, montant du loyer 800 euros. Il a 100 euros de charge. Il a supporté différents frais liés à son appartement. Taxe foncière 630, frais de gestion de timbre, poste 30 euros, limité à 20 euros. Alors, c'est pas mis pour rien. On va voir ensuite dans la correction. Le chauffe-eau du locataire est tombé en panne. Monsieur Courtois a fait venir un artisan pour le changer, montant la facture 800 euros, prime d'assurance annuelle du bien loué 250 euros. Monsieur Courtois est-il éligible au régime du microfoncier? La question est posée. On doit argumenter oui, car la somme de ses loyers annuels hors charge s'élève à moins de 15 000 euros. C'était une des conditions qui était mise en avant. 700 fois 12, donc on a enlevé les charges, égale 8 400. Donc, il y a droit au microfoncier. Maintenant, on passe au calcul du revenu foncier imposable selon le régime du microfoncier. Donc, loyer encaissé hors charge, 700 fois 12, 8 400. Abattement de 30% là-dessus, on l'enlève. Donc, on obtient revenu foncier imposable de 5 880. En microfoncier. En frais réels maintenant, loyer encaissé hors charge, 8 400. Donc, on a reproduit la même chose. Charge déductible. Alors, qu'est-ce qu'on a en charge déductible? On a taxe foncière 630, frais de gestion 20 euros, c'est ce qu'on nous a dit, limité par la loi. Remplacement chauffe-eau 800, prime d'assurance 250. On additionne tout ça et on arrive à 1700. Et on fait donc 8400 moins 1700 égale 6700. Revenu foncier imposable 6700 ici. Revenu foncier imposable en ce qui concerne le microfoncier 5880. Et on voit bien qu'il est plus intéressant pour ce monsieur d'opter pour le régime du microfoncier. D'accord? Voilà. Alors ensuite, les attraits fiscaux du déficit foncier. Pour chaque bien loué, il y a un déficit foncier lorsque les charges déductibles sont supérieures aux revenus déclarés. Donc, voilà, donc il peut avoir plus de charges sur une année que de produits, d'accord, revenu imposable, revenu foncier, déficit foncier, déduction du déficit dans la limite de 10 700 euros. Alors, petite application, l'application 4, donc on va mettre en pratique ce qu'on a au-dessus. Un contribuable perçoit un salaire de 100 euros. Il a opté pour la déduction forfaitaire 10% pour ses frais professionnels. Il a encaissé au cours de l'année 15 000 euros de revenus fonciers sur un appartement. Il a acheté donc au comptant 100 000 euros un autre bien immobilier, c'est un bien 2, qui loue également au loyer annuel 6 000 euros. Il a dépensé pendant l'année 50 000 euros pour les travaux de rénovation de ce bien immobilier. Alors, donc, déterminer le revenu global imposable du contribuable. Revenu foncier du bien 1, 15 000. Déficit foncier du bien 2, eh bien, 6 000 moins 50 000. Donc, on a bien ici une dépense de 50 000 et on a un loyer annuel de 6 000. D'accord? Donc, moins 44 000. Ou, on peut le faire aussi autrement, 15 000 plus 6 000 moins 50 000 égale moins 29 000. Revenu foncier net, eh bien, va être égal à 15 000 moins 44 000 à moins 29 000. Le déficit de 44 000 efface totalement les loyers perçus sur le bien 1 et peut réduire le revenu global du contribuable de 17 700 euros. Donc voilà un petit peu à quoi on est arrivé. De plus, le contribuable aura reliquat, etc. Vous regarderez ça de plus près. Alors ensuite, l'application 5. Là, ici, un bien immobilier financé par un emprunt dont les intérêts représentent 7 000 euros par an, s'ajoutent les frais, etc., etc. Donc, je vous laisserai là aussi le soin de reprendre cette application 5 avec les différents éléments. Je ne vois pas de difficulté particulière. Ensuite, le revenu brut global, RBG, donc somme des revenus nets catégoriels de tous les membres du foyer fiscal, moins les déficits imputables est égal au revenu brut global. Donc là, reprenez donc les différents points qui sont indiqués. Et là, vous avez un petit vocabulaire. Qu'est-ce qu'on entend par salaire, par traitement, par vacation, par intéressement, par rente viagère, le prélèvement ou retenu à la source, l'abattement fiscal. Voilà. Donc, j'étais un peu rapide par rapport à certaines applications, dont la dernière, etc. Vous aurez bien évidemment l'occasion de voir ça à tête reposée. Et je vous conseille vivement par rapport à votre, comment dirais-je, par rapport à votre TP
2 que je vais vous envoyer dans le même temps et que vous aurez à faire pour vendredi. Voilà, je vous remercie. Désolé d'avoir pris un peu de retard par rapport eh bien, à cette problématique qui concerne cette pandémie, plus précisément par rapport au petit virus que j'ai pu avoir. Je me sens un petit peu mieux maintenant. Donc voilà, je suis d'attaque et je vous accompagnerai bien évidemment sur l'ensemble des autres chapitres. Et j'opte donc pour une vidéo plutôt que vous envoyer le polycopier, vous travaillez de votre côté, etc., etc. Donc, je vous conseille vivement de reprendre ces vidéos, la correction, d'écouter, de voir, de comparer avec le poly, puis c'est comme ça que vous allez pouvoir assimiler. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer par mail. Je vous remercie.